Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voilà de retour sur le podcast d'N1. Et non, ce n'est pas Chris aujourd'hui, c'est Ricardo qui va être là pour essayer d'animer cette petite session. Donc on se retrouve pour parler de ce qu'on appelle les matchs pivots, c'est-à-dire les matchs 3 des séries. On dit toujours que les matchs les plus importants des séries, c'est toujours les matchs impairs. On sait à quel point le match numéro 3 est toujours un match tournant dans une série. Donc, on avait envie de débriefer ce moment-là avec vous. Et pour faire ça aujourd'hui avec vous, je suis accompagné et je suis très bien accompagné. On retrouve Yaya. Yaya, comment tu vas? Salut Ricardo, salut tout le monde. Bah moi en pleine forme, hein. Regarde, prêt à parler NBA. Alors quand tu dis bien accompagné, bon, j'espère que c'est moi, après l'autre. Oui, parce que notre autre intervenant aujourd'hui, c'est un retour sur le podcast NBA. Alors, vous le connaissez bien, si vous nous suivez sur la WNBA, vous avez l'habitude de l'entendre. Mais sur la NBA, là, c'est un retour et on est vraiment ravis de l'accueillir. Surtout que il y a une actualité chaude et brûlante qu'il faut débriefer. C'est vous le doutez bien, c'est où est-ce qu'on en est dans la série des Lakers et qui de mieux pour parler des Lakers que Tom. Salut Tom. Bonjour messieurs, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais quitter le basket, je vais me mettre au bilboquet parce que cette série de playoffs est en train de nuire à ma santé physique et mentale. Donc, je viens pour vous dire un petit peu ce qu'il en est et après ça, je vais dormir pendant 48 à 72 heures. Il faut que j'hiberne. Oui, parce que j'ai cru comprendre que tu as tourné un nouvel épisode de Coast to Coast là dernièrement. Tu veux nous en Et dire un tout petit peu plus? bon, très rapidement, on est revenu un petit peu aussi sur les séries avec Quentin, sur les séries en cours. Bah, vous allez voir, je vais tenir à peu près le même discours sur les Lakers que j'ai tenu sur Coast to Coast. Donc, si vous voulez pas vous faire le doublon, préparez vos oreilles, ça va saigner. Oui, mais là, bon, à la grande différence, c'est que tu vas pouvoir échanger avec Yaya sur les Lakers et ça, je pense que bon, c'est ça Surtout ça sur va le niveau. ça va être un grand moment de notre podcast. Messieurs, je vous propose qu'on commence par la dernière la dernière nuit, qu'on revienne sur les 2 matchs, qui nous ont occupés hier soir. Le premier, les Pistons, les Cavaliers et puis le Thunder face aux Lakers. Sur la série, Pistons Cavaliers, Yaya, on avait dit que voilà, les Cavaliers, ils avaient été quand même assez timides sur les 2 premiers matchs à Détroit, que les 2 arrières stars des Cavaliers n'étaient pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Et il semble qu'ils ont un tout petit peu rectifié le tir hier soir. Ouais, complètement. Alors le problème quand tu as deux guitaristes solo dans un groupe, c'est que les deux jouent au diapason. Et là, ben en fait, Donovan Mitchell est parti tambour battant, surtout sur la première mi-temps. Et puis après, ben du coup, ça a libéré des espaces pour James Harden qui, en bon closer, a éteint toute velléité du côté de Détroit, qui a peut-être d'ailleurs laissé passer une chance. Euh, Cette série, elle va se jouer à pas grand-chose finalement. Même s'il peut y avoir un gros écart entre les deux équipes ou pas, c'est pas forcément la meilleure qui peut gagner. Très difficile à lire. Ouais, Tom, est-ce qu'on n'a pas l'impression que Détroit l'a laissé filer le match hier, qu'ils pouvaient le prendre? Ils ont fait un peu un match de traînard, mais bon, ils sont passés devant à 3-4 minutes de la fin et sans peut-être une mauvaise gestion des dernières positions côté Détroit, ils auraient pu le récupérer celui-là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Détroit peut nourrir des regrets. Après, quand tu regardes la physionomie du match, il y a quoi? Il y a plus 13, plus 14 à la mi-temps pour les Cavs, qui font un troisième quart-temps atroce. En termes de gestion de tempo, en termes de gestion de jeu, on va plus du tout chercher l'intérieur, des shoots un peu casse-croûte. Les Pistons remettent un peu d'intensité, notamment au niveau des courses, au niveau de la défense. On a un Ozar Thompson qui continue à impacter, un Tobias Harris qui est toujours aussi régulier au shoot. Celui qui a calé un peu à la fin du quatrième quart-temps avant de se reprendre, c'est Cade. C'est Cade qui envoie sur une remise en jeu une perte de balles, enfin qui enchaîne en fait 2-3 pertes de balles. Tu sens que lui physiquement ça commençait un petit peu à lui brûler les pattes. Yaya l'a très bien dit. Je trouve que Donovan Mitchell a donné le ton de cette rencontre avec des moves, notamment il envoie à un moment donné un Eurostep sa cheville gauche. Je sais pas comment elle fait pour rester ancrée dans le parquet. Il nous a envoyé Plus décalé, non?
Ah, Appui décalé, on est pardon, des appuis décalés. Mais en tout cas, non, Donovan Mitchell qui techniquement nous sort une grosse première mi-temps. Harden a pris le relais en seconde mi-temps. Mais là où je suis encore une fois assez d'accord avec Yannick, c'est que je pense que cette série va jouer sur peu de choses et en fait, elle va jouer plus sur le côté role player. Parce que je pense qu'on a compris que ça y est, Cade Cunningham va nous faire une série de superstars. Harden ne sera pas du tout régulier. C'est-à-dire que les matchs à domicile, comme il le fait depuis le début de ses playoffs, il est bon. Les matchs à l'extérieur, il a plus de mal. Mitchell, tu sens quand même qu'il t'apporte quand même toujours sa trentaine de points en scoring, sauf le premier match. Mobley, les gars, si vous voulez, on peut ouvrir un dossier. Hein. Mais dans le côté, moi, je considère qu'Evan Mobley, soit c'est la structure de l'équipe, soit c'est le coaching, soit c'est les joueurs autour de lui. Mais il y a un vrai problème avec Evan Mobley. Hier, il impacte un peu plus et encore, enfin, je trouve son impact beaucoup trop léger. En fait, les deux joueurs qui font la différence hier du côté des Cavs, c'est l'entrée de Max Strus, qui est énorme, un gros dynamiteur qui va faire les interceptions, qui met des shoots, qui est intéressant. Et c'est Jalen Tyson aussi que j'ai beaucoup aimé en sortie de banc. Pareil, qui t'apporte cet impact. Un peu de l'autre côté, tu vois, t'as eu le Duncan Robinson qui impacte avec des shoots importants. Bah, de l'autre côté, t'avais Max Strus et Jalen Tyson qui ont fait le taf. Donc ouais, cette série va être serrée. Et très honnêtement, je serais pas du tout choqué qu'elle aille en 7 matchs. Ouais, moi, il y a un truc que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Yaya, c'est que j'ai l'impression que au coaching, il s'est enfin décidé à utiliser ces deux grands en même temps côté Cleveland. Il a enfin fait jouer Mobley et Allen, et que ça a quand même un tout petit peu modifié la donne, notamment en première mi-temps, où on a vu quand même des séquences de jeu où Cleveland était ultra dominateur à l'intérieur. Et ça, je pense que c'est un ajustement qui a été fait sur le match 3 qui est pas inintéressant. Ah bah complètement, mais moi ce que je comprends pas, c'est que quand tu as 2 grands, comme ça, alors Jarrett Allen, on sait, tout le peu d'amour que j'ai pour lui. Malgré tout, il doit impacter et même si c'est pas un grand attaquant, en défense, il peut gêner et notamment, Duren. Et justement, du coup, ça va libérer, Mobley des tâches et en fait, ils ont pris le parti avec, l'arrivée de James Harden, justement d'être plutôt sur une traction, arrière que sur une traction avant. Est-ce que, aujourd'hui, tu peux ne pas jouer plus sur Mobley? Et là, je suis d'accord avec Tom. Pour moi, c'est des vrais problèmes de choix, et de plan de jeu. Tu dois plus impacter et surtout quand tu sais que tu as un Tobias Harris qui fait des meilleurs playoffs, tu dois le sortir de l'équation, tu dois le faire défendre et justement avec Mobley, tu dois justement, le fatiguer sur la défense. Donc en plus, tu as quand même un joueur en la personne, de James Harden qui est peut-être un des meilleurs joueurs de pick and roll aujourd'hui de la ligue. Donc Kenny Atkinson, je comprends pas ce qu'il fait et derrière, ça va te libérer tes arrières parce que tu peux plus, jouer, enfin défendre pareil et à l'intérieur, ça va te desserrer un peu tout. Donc je pense que là, effectivement, il y a peut-être une clé, pour Cleveland. Et au moins, je sais pas, enfin, moi j'ai noté sur les rebonds offensifs, j'ai la domination de Cleveland au rebond sur la première mi-temps est assez impressionnante, notamment au rebond offensif. Et on sait que quand on donne des deuxièmes chances, bah, à des Harden, à des Mitchell, surtout quand la balle arrive du rebond offensif, ça ouvre quand même des lignes de drive un peu plus importantes. Et là, au moins, avec ces deux grands à l'intérieur, il a pu reprendre la main Et quand la balle sur le rebond offensif quand même. et et quand la balle est face à toi, c'est plus facile pour armer shooter quand même, hein, Bien sûr. quand tu comme sur des drive and kick, hein. Bon, sur le match qui arrive, pour vous messieurs, ça va être quoi la clé pour Détroit notamment, qui est arrivé en position de favori à 2-0 et quand on voyait le match des Cavaliers, on se disait: «Bon, ça va être compliqué quand même», voilà, on se disait que potentiellement Détroit pouvait en prendre un. Si Détroit doit en prendre un, Tom, comment est-ce qu'il faut qu'ils s'y prennent? Bah écoute, potentiellement reproduire ce qu'ils ont fait sur le troisième quart-temps hier, d'éviter de prendre un petit peu l'eau sur le deuxième quart-temps, d'essayer de rester en fait dans les pattes de Cleveland parce que j'ai la sensation que quand ça va être des matchs serrés,
que Détroit a les moyens de faire tomber Cleveland. D'essayer peut-être de resserrer un petit peu la vis quand même sur Donovan Mitchell, parce que quand Donovan Mitchell prend feu comme ça offensivement, c'est quand même bien d'essayer de le limiter à un minimum. C'est des joueurs, on sait, c'est des joueurs offensivement, c'est compliqué de les défendre, il faut essayer de les limiter. Donc peut-être lui envoyer un peu plus de Osar Thompson dans la tronche en première bulle, pourquoi pas, pour essayer de le ralentir un petit peu. Après, sur le plan de jeu de JB Bickerstaff, j'ai envie de te dire, je trouve qu'il optimise assez bien ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a, avec son groupe. Je trouve que les rotations sont assez intéressantes. Là, tu sentais que les joueurs ont... Il y a aussi cet impact-là, c'est que les joueurs vont peut-être commencer à tirer un petit peu, ça a fatigué un petit peu. Il y a eu un enchaînement avec une série qui a été assez physique contre le Magic, où ça se rentrait quand même pas mal dans la tronche, notamment Jalen Duren. Et c'est le plan du coup de Kenny Atkinson qui est intéressant pour défendre sur Jalen Duren, parce qu'il reproduit un petit peu ce qu'avait fait le Magic. Donc ça va être d'essayer de trouver un petit peu retrouver un petit peu de spacing, essayer d'apporter un petit peu plus de création, libérer un peu Cade de la balle en main. Tu vois, dans le 4e carton, là où il est fatigué hier, il aurait peut-être été un petit peu plus pertinent de demander à Dennis Jenkins de remonter un peu plus la balle, d'essayer d'utiliser un peu Cade un peu plus off-ball, pourquoi pas, pour lui permettre de récupérer. Jenkins qui a été particulièrement mauvais hier. Quand on regarde sur les matchs qu'il avait fait précédemment, je crois que son plus-moins, il doit être à -28 sur le match. Clairement, alors on le sait, hein, c'est un joueur qui peut prendre feu, mais c'est aussi un joueur qui peut quand même pas mal passer à travers. Hier, si je regarde sa ligne de stats, c'est 2 points, 1 rebond, 3 passes en 18 minutes. Il a clairement pas apporté, et même tout le banc de Cleveland qu'on avait un peu loué sur le match 2 notamment avec Ron Hoyland, par exemple, qui avait quand même pas mal apporté. Là, clairement le banc de Détroit est passé à travers le match, Yaya, non? Ouais, je pense que ça va être une des clés. Et une autre chose, c'est Cade, OK, il est dans la force de l'âge, mais faut peut-être qu'il joue un peu moins, parce que 39 minutes, en fait, ça veut dire que tu as besoin de lui aussi souvent. Donc baisser un peu son minutage, ce serait peut-être un peu bon signe. Ça veut dire que tu cruises vers ce qu'il faut, vers, vers la victoire. Donc moi, c'est ça. Et puis enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent le relais, parce que OK, il y a Tobias Harris, là il y a Robinson, mais Duren, va falloir qu'il se réveille un petit peu quand même, hein. Ah oui, la série de Durant, elle est dure, hein. Enfin, les playoffs de Durant, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas, je me rappelle quand on avait fait un peu les previews, Chris l'avait mis en joueur à suivre, il avait raison. On espérait beaucoup que Durant allait faire le taf, qu'il allait en playoff prendre la dimension qu'il avait pris en saison régulière. Là, on est vraiment dans un joueur qui n'arrive pas à passer un step en playoff, non? Il y a ça, et il y a aussi le côté où, comme je disais précédemment, je trouve que Cleveland défend très bien sur Jalen Duren. Et après, je suis assez d'accord avec Aya sur le côté, on aimerait bien qu'une autre personne puisse prendre un peu le relais de Cade, sauf que le problème de cet effectif, tel qu'il nous l'a montré aussi un peu toute la saison, c'est que ça manque de playmaker. Ça manque de playmaker. Caris LeVert a du mal quand même à tenir ce rôle-là en sortie de banc, alors que c'est ce qu'on voulait de lui. Un peu plus de playmaking, un peu de création. Du coup, c'est Dennis Jenkins qui prend le relais. Mais voilà, Dennis Jenkins, t'as raison aussi, Ricardo. Les lumières sont peut-être un peu grandes pour lui. Il fait une saison magnifique, mais il sort d'un peu nulle part. Donc là, quand tu te retrouves dans des séquences de playoffs avec une intensité supérieure, lui aussi, il va falloir qu'il trouve une régularité. Et puis, très honnêtement, moi, le minutage de Cade me dérange pas. J'aurais plutôt Fatigué à la tendance... fin. Non, mais par contre, j'aurais tendance vraiment à mettre ça dans le côté défaut d'Atkinson tout à l'heure. J'ai pas voulu te couper. Mais moi, je trouve que Kenny Atkinson coach cette série de playoffs comme s'il coachait des matchs de saison régulière. Je comprends pas. Alors un peu moins justement un peu moins sur le match 3. Il a bougé un peu ses rotations, il a fait plus jouer les 2 grands quand même. Mais Ouais, oui, c'est je tout. suis d'accord avec toi que sur les 2 premiers matchs, on avait l'impression que les mecs savaient exactement qu'ils allaient rentrer à la 18e minute de jeu, quoi qu'il arrive, et quel que soit le score ou l'évolution. Donc bon, pour conclure, messieurs, on Ouais, retourne à Détroit avec quel score? Yaya? de partout. De partout? Tom? 2-2. Moi, j'ai annoncé une série en 7, donc 2-2.
bon, allez, je prends un peu le contre-pied. Je dis que Détroit va aller chercher le quatrième et on repart à Détroit avec Détroit qui mène 3-1 et qui a la possibilité de finir à la maison cette série. Sachant que Je les vous Cavs propose, sont invaincus à domicile sur le début des oui, playoffs. absolument, Mm. absolument. Mais qu'ils ont énormément de mal à aller en chercher un à l'extérieur. Donc, Aussi. voilà. Bon, je vous propose d'enchaîner sur une série sur lequel là il y a un peu moins de suspense. On va parler de la série des Lakers contre le Thunder. Là, on était sur le match 3, on revenait au crypto.com. On était quelques-uns à se dire est-ce que les Lakers peuvent aller en chercher un? Est-ce qu'on peut avoir un LeBron James? Est-ce qu'on peut avoir un Austin Reeves qui en met 40? Bon, on n'a pas du tout été là-dessus. Le Thunder, c'est une machine qui broie tout ce qu'il y a sur son passage, Yaya. Euh, je pensais que tu donnerais la main d'abord à Non, Tom. je laisse Tom un tout petit peu respirer avant de le lancer sur les Lakers. Principal défaut d'Oklahoma City, trop fort. Voilà, il y a tout. C'est une équipe qui est extrêmement bien construite, qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Enfin, tous les joueurs savent exactement. Et next man up, il y en a un qui passe à travers. Toi et toi. Je pense que il prendrait même Tom. Tom finirait avec plus de 30 points. Donc c'est hallucinant quoi. Euh, enfin, moi je sais. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Et après, ok, il y a toutes les comment dire. On parle beaucoup des coups de sifflet, mais c'est normal, c'est l'équipe qui domine, qui a les coups de sifflet en sa faveur. Ça a toujours été comme ça. Depuis que le basket est basket, ça a toujours été comme ça dans tous les sports. T'as les coups de sifflet quand tu domines. Et ben voilà quoi. Et après, il y a juste une chose. Moi, je trouve que les Lakers sont extrêmement vaillants et que il y a une classe d'écart parce qu'il manque Luka Doncic déjà. Mais même avec Luka, ce serait compliqué. Mais ils se battent. JJ Redick cherche des choses. Les joueurs, euh, les joueurs quand même, ils lâchent pas. Et quand même, je trouve que c'est à mettre au crédit des Lakers. Tom, de ton côté, tu penses vraiment qu'avec Lucas, ça changeait vraiment l'issue de la série? L'issue de la série, je pense pas. Je pense qu'on aurait peut-être pu aller en chercher un ou deux, éventuellement. Parce que, en fait, ce qui est dramatique dans cette série pour les Lakers, c'est qu'Aya a raison, en fait. C'est le plan de jeu des Lakers, le plan de jeu de JJ Redick et du staff. Et je peux pas dire parfait parce qu'on est mené 3-0 et on a pris 3 pipes. Mais, avec l'effectif tel qu'il a, je suis pas sûr qu'il puisse mieux faire. C'est-à-dire que tu arrives à limiter le meilleur joueur adverse qui n'a fait qu'un match à plus de 20 points et encore hier, il est pas adroit, Shai. C'est-à-dire que Marcus Smart et Oui. globalement tous les joueurs Il a qui sont 7 sur envoyés, 20 hier. Il a 7 tous sur les, 20 hier. mais et depuis le début de la série, ils shootent pas bien parce que les Lakers font un super boulot dessus. La problématique, c'est que t'as un Shai qui fait pas forcément sa série. Jalen Williams, qui est normalement le deuxième meilleur joueur de KC, n'est pas là. Tu peux te dire éventuellement sur un malentendu. Sauf que, en fait, Chet Holmgren, il a dit non, mais les gars, il y a pas Jalen Williams, il y a pas de souci, en fait. Moi aussi, je peux être je peux être le premier lieutenant de cette équipe, il y a aucun problème. Chet Holmgren est en train de faire une série de All-Star, est en train de montrer tout simplement à JJ Redick que, ok, DeAndre Ayton, t'as fait une série correcte contre Houston. Contre nous, tu pourras rien faire parce que je suis trop mobile, je vais spacer. Si t'es pas content à l'intérieur, je vais te mettre du Hartenstein et Hartenstein, il va te bousiller. En fait, la profondeur d'effectif et le côté next man up dont parlait Yaya est assez impressionnant, c'est-à-dire que t'es à OKC, tu sors Casey Wallace, tu rentres Edge Mitchell. Edge Mitchell, hier, il te met 24 points, c'est le meilleur joueur du match. Tu sors Lugensdort, tu rentres Caruso. Tu sors Shai, tu fais rentrer Jalen Williams. Tu sors machin, tu rentres machin. T'as Jared McCain qui te sort un match de énorme. T'as l'impression qu'en fait, cet effectif, il est illimité, que tout le monde connaît son rôle, que chacun sait qu'au moment où il va rentrer, il va avoir ses tickets à shoot et même si ça rentre pas, en fait, il y a une confiance collective dans ce groupe qui est impressionnante.
Les coups de sifflet, pour moi, c'est du détail. C'est-à-dire que même si on avait plus de coups de sifflet en notre faveur, ok, peut-être qu'au lieu de prendre 18 ou 25 points comme hier, on en prendrait 12 ou 13. Mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est que là, on joue le champion en titre, qui est sûr de ses forces, qui est l'une des équipes les mieux organisées, et pour le coup, l'effectif des Lakers n'a pas du tout de quoi rivaliser avec cet effectif. Donc oui, forcément, tu vas faire la série sans Luka Doncic. T'es handicapé comme pas possible, en fait. C'est comme si demain, je sais pas, les Knicks faisaient leur série sans Jalen Brunson. Bah ouais, comment tu comptes 30 points de moyenne? C'est compliqué. Forcément, là, c'est la même chose pour nous. Comment tu comptes 35 points de moyenne? Alors, non, tu combles pas à 35 points. 35 points plus les 10 passes. Voilà, Donc, 35 points, 10 passes, du playmaking. Moi, je vais même pas taper sur le Austin rythme. Reeves. Le rythme, je tape même pas sur Austin Reeves. Il revient de 4 semaines de blessure. Tu lui demandes de tenir un niveau All-Star contre une défense qui est super bien organisée, c'est compliqué. LeBron James, les gars, je sais que je suis pas avec deux fans de LeBron James, mais je suis encore, mais épaté de ce qu'il est encore capable de faire, notamment dans cette série où, en fait, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la série derrière Tatum Grant, c'est LeBron James. Parce que, encore une fois, à son âge, il prend en charge le scoring, il se donne comme un chien en défense, il essaye de servir les autres. Mais oui, tu dois pas. En fait, c'est pas possible qu'un mec, justement, t'as raison, un mec de 41 ans. Et après, son âge, c'est pas ça, en fait, le truc. Non, c'est un détail. Normalement, un joueur comme ça, en fait, avec l'apport qu'il a, ne doit pas être le meilleur joueur de ton équipe. Non. Ça devrait être le troisième. Ça devrait être le troisième, mais c'est pas possible. Avec la blessure de Luka, c'est pas possible. Et voilà. Oui, et en fait, le truc, c'est que en fait, c'est la construction de l'effectif des Lakers qui fait ça. Après, il va partir parce que je vois pas, en fait, ou en tout cas, il va baisser drastiquement son contrat. Ils vont avoir de la flexibilité. Et s'il veut rester aux Lakers, et tu peux faire venir des stars avec ça, ou alors des joueurs en devenir qui peuvent apprendre. Et là, tu le fais passer peut-être même en quatrième option. Et là, c'est quelque chose. Mais après, il y a d'autres soucis avec les Lakers. Mais bien sûr. Austin Reeves, faut pas lui donner un méga contrat. Hein. Sinon, tu te tires un boulet. Bah non, gars. Le problème, c'est que si tu lui donnes pas, quelqu'un lui donnera, en fait. Ah oui, mais alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui vaut mieux? Un deuxième playmaker élite à côté de Luka, moi, ça me va très bien. Hein. Oui, après, alors, tout dépendra alors, ok. Et Austin Reeves, excuse-moi, mais ok, t'as du playmaking, mais t'as aussi un matador comme pas permis. Hein. Alors, je sais bien que Luka, il a fait toute sa carrière au Real Madrid, mais en termes de matador, il se pose. Il faut pas qu'il y en ait un deuxième. Hein. Bon, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Dallas va en finale NBA avec un backcourt Doncic Kyrie. Hein. Les garçons, je vous propose qu'on revienne plus sur cette série-là. On aura le temps de faire les previews pour la saison prochaine. Sur la série-là, Tom, si tu es à la place de Gigi Redick, parce que quand je regarde un peu le box score, en gros, ses titulaires sont en plus-minus, en gros, en moyenne à moins 25, et son banc se fait défoncer par le banc de Casey. Donc, si t'es Gigi Redick, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tentes? T'essayes de rentrer, de te dire que Dalton Knecht, ça peut être un joueur extérieur qui peut te mettre des points. Tu passes les Browns sur le poste 5 pour avoir plus de joueurs à l'extérieur pour essayer de marquer des points. Qu'est-ce que tu tentes? J'ai une idée. Mais avec cet effectif, en vrai, tu peux rien tenter parce que les deux seuls joueurs qui sont un peu jouables en sortie de banc, c'est avec Luke Kennard qui fait un très bon match hier. En plus, en sortie de banc, il met 18 points. Il est à 4 sur 6 à 3 points, 7 sur 10 au shoot. Et Jackson Hayes qui va prendre le relais de DeAndre Ayton. Si tu joues petit avec LeBron en 5, tu te fais matraquer parce que t'as Hartenstein et Chet et laisse tomber. Ouais. Hachimura, tu peux pas lui demander plus. J'ai vu une stat, vous savez que Rui Hachimura a le true shooting pourcentage le plus élevé de l'histoire de la NBA en playoff. Ouais. Alors ça, fallait le sortir. Je l'ai vu passer aussi, celle-là. Je veux bien la vérifier parce qu'elle m'a semblé, enfin bon. Mais les gars, Rui Hachimura, c'est un role player excellent. Hein. C'est une des meilleures recrutes. Bien sûr. De ces 5 dernières années. Hein. Depuis le titre de la bulle, c'est une des meilleures recrues. Hein. Et donc, je trouve qu'on lui donne pas cette crédit, mais bon, bref. Qu'est-ce que tu fais? Tu tentes de faire tourner général.
de jouer à la parisienne et d'envoyer des joueurs toutes les 3 minutes se bastonner, faire des presses tout terrain, essayer de les fatiguer. Faut bien essayer T'as pas le d'apporter matos. quelque chose. T'as pas le matos pour. Non, honnêtement, on va être honnêtes ensemble et on va pas se cacher. Les Lakers vont sûrement se faire sweeper. JJ Redick, moi, pour le coup, c'est vraiment pas lui que je vais pointer du doigt. En fait, je vais vraiment pointer du doigt personne sur cette série-là parce que Oklahoma va gagner. Oklahoma va sweeper les Lakers. Oklahoma est genre 2 ou 3 catégories de niveau au-dessus des Lakers. Aussi, pour moi, JJ Redick a fait une assez bonne série au coaching. Il a réussi à limiter Shai et globalement, il a réussi à rester dans les matchs jusqu'au début, moitié du 4e quart-temps à chaque fois. Donc bravo pour ça. Je pense que pas grand monde aurait mieux fait. Après, les grosses lacunes, à un moment donné, il y en a un qui ne re-signera pas cet été, je pense, c'est DeAndre Ayton, parce que tu as fait une bonne série contre Houston, mais t'es les Lakers, tu peux pas avoir comme pivot titulaire DeAndre Ayton, c'est pas possible. Là, il se fait matraquer la tronche. Oui, mais il est explosé. Voilà, il Comment est il explosé. Il est tout seul. Et puis attends, il est incapable de prendre un rebond offensif hier. À un moment donné, je sais pas si vous avez vu l'image, hein, mais milieu du 4e quart-temps, il rate 2 rebonds offensifs tout cuit. JJ Redick, il en peut plus, il se pose sur son banc et on voit sur ses lèvres, il dit, je ne peux pas le faire jouer, il est injouable. Je dois le sortir. Donc, à un moment donné, je pense que, Bah, c'est un peu le défaut, mais aujourd'hui, en termes de pivot, t'as qui? Enfin, t'en as pas, t'as Jackson Hayes, mais non, mais t'as pas de solution. Donc, non, mais en fait, Ricardo, ma réponse à ta question, c'est si tu veux gagner un match, il faut que LeBron fasse un triple-double à 50 points, 15 passes, 12 rebonds, que Austin Reeves fasse un match à 45 points, et là, éventuellement, tu peux envisager de prendre un match. Mais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de scénario où il faudrait vraiment un relâchement énorme de cette équipe d'Oklahoma pour essayer de prendre un match. et c'est pas le genre. Et c'est pas le genre. Sachant qu'ils Donc, savent ce qui leur attend après. Yaya, pour toi, on retourne pas au OKC? Si OKC va retourner à OKC, mais Oui, pas mais les Lakers. pas les pas les Lakers. Lakers. Tom, pareil? Ouais, On est ouais. sur un sweep, on est Oui, oui. d'accord? Ouais, c'est ce que j'avais Ouais? annoncé, je reste dessus. Bon, j'avoue que alors moi je l'avais annoncé le sweep avec un peu d'avance, je dois le dire et je pense que les auditeurs et les auditrices s'en souviennent puisque moi j'avais annoncé que c'est Houston qui allait faire ce sweep-là contre les Lakers. Après les gars, ça veut aussi dire quand on voit aujourd'hui, le niveau des Lakers et ce qu'ils sont capables de proposer contre OKC, je vais mettre une petite balle perdue, pour Houston, c'est dramatique en plus, hein. Se faire sortir par les Lakers qui se font sweeper derrière, ça pique quand même un tout petit peu, hein. Non, mais Ouais. Houston moi, se serait fait je sweeper suis pas, aussi. Hein. je suis pas d'accord. En fait, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Je crois que là, sur les playoffs, il y a peut-être 5-6 équipes qui se pensent B. Et moi, aujourd'hui, je suis pas loin de penser que OKC fait un 16-0 hein, Non, en playoff. non. Écoute, Ah, ça va dépendre de qui, ça va dépendre de qui ils ont en face. On arrive. Ouais, c'est ça. On On arrive. arrive. Ouais, Mais On se prépare. on arrive. Allez, regarde, la transition est toute trouvée. Regarde, oh là c'est là, mais ça. Oh vous êtes là trop forts, les là. gars. J'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire. Et le Euh, playmaking, le vrai playmaking. Je exactement. suis un Donc, vrai meneur de jeu. ouais, Pas comme toi. exactement. Passe décisive et tout, décalage dans l'aile, parfait. Donc oui, on va revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi pour nous, qui va aussi nous projeter sur les matchs de ce soir. Dans la nuit. Donc, moi, tiens, vous en avez parlé. J'ai envie de commencer par cette série des Spurs contre les Timberwolves, puisque on sait que ça sera le futur adversaire d'OKC. Ça sera une des deux équipes. Tom, on en pense quoi de cette série et de ce que les Spurs sont en train de proposer contre Minnesota? On en pense qu'on se régale et on en pense que pour les gens qui ne supportent ni Minnesota ni les Spurs, on est super frustré que DiVincenzo soit pas là et que Ant-Man soit pas à 100% parce que ça aurait pu être une série vraiment dingue. Moi, je trouve la capacité de réaction, d'ajustement, que ce soit du coaching staff, de Mitch Johnson et des joueurs eux-mêmes, impressionnante de la part des joueurs des Spurs. Je pensais pas qu'avec aussi peu d'expérience et entre guillemets des joueurs aussi jeunes, ils auraient tout de suite cette faculté à rebondir d'un match à l'autre, d'un quart-temps à l'autre, d'une mi-temps à l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien. Je suis impressionné par cette équipe de Minnesota qui a un effectif quand même ultra réduit. C'est-à-dire que tu leur mets Ant-Man sur une jambe, tu leur enlèves DiVincenzo, tu leur mets Ayo Dosunmu 4 minutes sur le match 3. Ils ont rien pour eux, hein, pour le moment, Minnesota, dans le début de ces playoffs. Et ils se battent avec leurs armes, ils sont impressionnants.
Moi, je pense qu'à terme, le match charnière, en fait, ça va être celui de cette nuit, dans le sens où si les Spurs ont l'intelligence et la bonne idée de mettre tous les ingrédients pour prendre celui-là, au vu de la vitesse à laquelle va la série du Thunder, ce serait bien pour eux qu'ils puissent avoir 2-3 jours pour récupérer et préparer une potentielle série contre Oklahoma. Après, attention, Minnesota à domicile, plus tu donnes du temps à Anthony Edwards, mieux c'est pour lui, parce qu'en termes de... Merde, je l'ai en anglais, j'ai recovery pour son genou. Convalescence. Voilà, se soigner, pardon. Il a plus de temps il a à soigner, mieux c'est pour lui. Il va récupérer en conditions physiques. McDaniels fait sa série, Rudy Gobert fait ce qu'il peut face à un Wemby qui... vous voulez qu'on parle du dernier match de Victor Wembanyama? Ça vous dit? On va y venir un tout petit peu après. Je vais vous proposer de faire justement un petit focus pour nos auditeurs et nos auditrices sur Victor. Moi, je suis juste, je sais pas ce que tu en penses, Yaya, mais moi, j'ai évidemment regardé le match. Je suis pas tout à fait d'accord sur Anthony Edwards sur un genou. Je l'ai trouvé très bon, très costaud, très fort sur les appuis. Ah Donc oui, oui. j'ai l'impression qu'il est revenu quand même avec Ouais, mais il est pas à toutes ses 100%, qualités physiques. Non. Il est non, parce qu'Anthony Edwards, le truc, c'est que comment expliquer ça? C'est un chien de la casse. Il va masquer parce qu'il va vouloir rester sur le terrain. Euh, euh, il se met en danger là, clairement. Enfin, c'est pas Anthony Edwards des deux dernières campagnes de playoff, mais quel joueur quand même. Moi, je suis pas fan de l'homme. Alors le joueur, waouh, quel joueur. Et dès qu'il y a l'odeur du sang, il est là. De toute façon, il est toujours là où ça va fighter. Donc, moi, je trouve, je trouve pas emprunté, mais tu vois, il a pas le rayonnement qu'il avait avant. Enfin, les deux séries précédentes. Tu sais pourquoi je le trouve diminué, Ricardo? Non, dis-moi. Je le trouve pas du tout diminué. C'est-à-dire que si on se bat sur les stats purs, tu te dis qu'il a fait un bon match. Son dernier match, c'est 32 points, 14 rebonds, Ouais, 6 passes. ça manque un peu, un Voilà. petit peu d'adresse. Il est à pas, il est pas à 50% d'adresse. Mais Donc ça manque un peu d'adresse. tu sais pourquoi il est pas à 50% d'adresse? Parce que tu regardes les shoots qu'il prend, tu vois que c'est un mec qui physiquement n'est pas à 100% et qui est un peu sur la défensive sur les shoots qu'il prend. Ouais. Et là où je suis d'accord avec Aya, c'est que Anthony Edwards a cette faculté, surtout en playoff, d'être un élément moteur en attaque, bien évidemment, mais surtout de se foutre le cul au sol en défense. De pas avoir peur de se jeter sur les ballons et tout. Là, qu'on le veuille, hein, consciemment, inconsciemment, le mec sait très bien que son genou est sur est sur la corde, en fait, sur le fil. C'est-à-dire qu'il prend un coup ou une mauvaise réception et tout, c'est terminé. Tu revois plus Anthony Edwards. Et tu le sens qu'il est un petit peu, et en même temps, il a un tel volume offensif parce qu'il est aussi obligé de combler l'absence de DiVincenzo que Mike Conley. J'adore Mike Conley et il a donné des bonnes minutes sur cette série, mais tu sens que physiquement, les Spurs ont capté. Les Spurs ont capté qu'il fallait attaquer Mike Conley, notamment Castle. Il a capté qu'il fallait, et De'Aaron Fox, ils ont compris qu'il fallait attaquer Mike Conley. Il a tellement capté qu'ils l'ont benché au bout de 4 minutes. Ben ouais, parce qu'il est injouable. Il est injouable, Mike Conley, dans cette série. À partir du moment où les Spurs avaient compris que physiquement, il fallait attaquer Mike Conley est injouable, mais c'est normal, en fait. Physiquement, il peut plus donner. Et du coup, quand t'alignes toutes ces pièces-là, Anthony Edwards donne tout ce qu'il peut. Et encore une fois, il y aura rien à redire sur sa série. Mais tu sens qu'il joue encore un tout petit peu avec ce recul frein. Mais Moi, j'ai envie de vous entendre sur un sujet. Juste une chose sur Anthony Edwards. Je trouve que Minnesota joue avec le feu avec lui. Ouais, complètement. Tu vois, il y a la jurisprudence Tyrese Haliburton. Et je vais même plus loin, Yaya. Je trouve qu'au-delà de la prise de risque, c'est limite de l'inconscience parce que tu te projettes. C'est qu'une demi-finale de conf. Le prochain adversaire, c'est OKC. Tu n'auras pas DiVincenzo. Donc, en fait, là, tu forces pour passer un tour. Pourquoi, au final? Oui, mais tu sais comment tous les joueurs, c'est pareil. Ouais, mais jouer. Si tu le fais pas jouer, tu te mets un Bronx dans le vestiaire. Ouais, je sais bien. C'est très compliqué. La gestion de ces cas-là, c'est très tu vois, ils ont gagné un match. C'est déjà beaucoup. C'est très bien. Ouais. Moi, j'ai envie de vous entendre sur un sujet, les garçons. C'est que avant le match, on s'était dit finalement, on pense que Minnesota, c'est à l'intérieur qu'ils vont tabasser les Spurs.
parce que Gobert, parce que Randle, parce que McDaniels. On n'est pas un peu Écoute, déçu de ce que proposent notamment Randle et McDaniels. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Tom sur le fait que McDaniels il est bon. Moi, je trouve que sur la série, il est pas bon. Je trouve que sur le match 2, par exemple, Castle, il l'a plié en 4, il l'a mis dans sa poche arrière. Sur le match 3, il est pas exceptionnel. Randle, il est fantomatique sur le match 3. Il est à 25%. Il est à 3 sur 12 au shoot. On n'est pas un peu déçu de ce qu'ils produisent à l'intérieur, Yaya, à Minnesota? le problème, c'est que ils sont tellement diminués que les gars, ils tirent sur la corde, quoi, et ils forcent. En fait, quand t'es impacté physiquement, en fait, dans les matchs, ils, ils prennent tellement cher pas en face. Ils ont tellement en face, c'est tellement dur, vif, puissant que ils se font prendre à l'impact, tu vois. Et c'est pour ça que les matchs sont compliqués pour eux. Donc moi, enfin, ils jouent avec les moyens du bord, quoi. En fait, pourquoi Edward c'est là, c'est pour soulager justement ce front de courte, pour essayer que ce soit un peu plus d'avoir la microseconde qui fait que tu puisses avoir ce temps. Mais de toute façon, à l'intérieur, c'est compliqué. T'as vu la tour de contrôle? Ah, et t'as vu le nombre de contres qu'il met, Rudy, encore? Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ouais, et Tom, je veux bien t'entendre sur Rudy Gobert. On est d'accord que c'est quand même sur la série, peut-être même sur le début des playoffs, c'est le meilleur joueur de Minnesota? Clairement. Bon, je sais pas si le meilleur joueur, je sais pas, en tout cas le joueur le plus impactant. Tu vois, c'est un peu, Et le plus régulier? ouais, bah, ouais, franchement, ouais, c'est un peu comme, alors dans une proportion complètement différente et un jeu complètement différent, mais il impacte autant cette équipe que Tobias Harris impacte les Pistons, tu vois? Je pense que Mmh, Cade est le meilleur joueur des Pistons, mais le joueur le mmh. plus impactant et le plus important depuis le début des playoffs, c'est Tobias Harris. Potentiellement, tu vois, si on combine tout ce qui est stats et tout ce qui est machin, on peut dire qu'Anthony Edwards et même Julius Randle font peut-être statistiquement des meilleures séries que Rudy. Par contre, Rudy est le joueur le plus impactant de ces playoffs du côté de Minnesota. Juste pour reprendre le cas McDaniels, ne soyons pas trop durs avec Jaden McDaniels. Jaden McDaniels a été propulsé en limite option numéro 2 offensive de cette série. À la base, c'est pas du tout son rôle à Minnesota. À Minnesota, c'est ton ancrage défensive qui est capable de faire le lien entre la défense extérieure et la défense intérieure. Et c'est plus un joueur que t'attends en tant que role player, en tant que catch and shooter, ou un mec qui est un peu létal à mi-distance ou qui va agresser le cercle. Là, Jaden McDaniels, il prend 15 shoots par match. C'est le deuxième plus gros volume de shoot du côté de Minnesota. Donc, en fait, Jaden McDaniels, de par les paroles et de par aussi son attitude, t'aimerais qu'il en fasse plus. Moi, je pense que là, tout de suite maintenant, il peut pas en faire plus. Et que, en fait, cette série, elle nous montre aussi que on est à quoi? On est à un tout petit peu d'expérience pour se rendre compte que cette équipe de San Antonio, les gars, dans sa construction, mais mais c'est une folie. Et ils ont quoi? Ils ont tous 20 piges là-dedans. Castle, défensivement, c'est un malade mental. Et quand de l'autre côté, il impacte, c'est un fou. Dylan Harper en sortie de banc. On oublie qu'il est rookie, hein, mais il est trop fort. Du Carter Bryant qui est revenu physiquement. Je pense qu'il a fait oublier Jeremy Sohan assez rapidement à la fanbase des Spurs parce qu'il fait tout mieux que lui. Et puis, merde quoi, Victor Wembanyama. C'est Ouais, pour ça que pareil, avant d'aller, ouais. je tape pas trop sur Randle parce que en fait, il se tape Wemby en bugne quoi. Ouais. Mais avant d'aller sur Victor, Yaya, on a vu que le coach de Minnesota a essayé de sortir Victor de la raquette en jouant énormément en fer à cheval sur toute la première mi-temps. C'en était même assez risible, c'est-à-dire qu'il y avait aucun autre système qui était proposé, il y a aucun pick and roll sur la première mi-temps. Ils ont joué en fer à cheval et ils essayaient d'agresser le cercle et d'isoler Victor. C'est là qu'on a vu quand même toute la capacité des autres joueurs de San Antonio de défendre et de défendre en un contre un et d'être intelligent dans la lecture de la défense. Bah oui. Mais alors faut pas oublier non plus que c'est des joueurs NBA qui sont ultra coachables
Donc on leur a expliqué ce qui allait se passer, ils le font et on tu vois, c'est la différence entre un joueur du dimanche et un joueur NBA. Les gars, voilà. Et comme la différence entre le plus grand joueur, enfin le meilleur joueur et le moins bon joueur de NBA, il est très très minime en fait cet impact. Ben on le voit là. Et donc ils s'adaptent à tout, ils savent exactement et ils sont très bien coachés, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Les options défensives sont là. Voilà, c'est normal. Après il essaye Finch. Ouais, il a essayé des choses, Finch. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, il a complètement changé. Il est revenu avec un jeu beaucoup plus basé sur le pick and roll et l'attaque de cercle. Mais moi, ce que et tu en parlais tout à l'heure, Tom, j'ai envie de te relancer là-dessus. C'est le backcourt de San Antonio, parce que oui, il y a Victor et on y viendra. On fera un petit focus spécifique sur Victor, mais le backcourt de San Antonio, ils sont impressionnants, non? Pour des joueurs qui, pour quasiment les 3/4 de l'effectif découvrent les playoffs. C'est un truc de fou. Franchement, j'avais pas les mots. Dylan Harper est un rookie. Stephen Castle, c'est ses premiers playoffs, c'est sa deuxième saison NBA. Mort, ouais. Les deux là, hein, ils jouent comme des vétérans de 33 piges qui ont 10 années d'expérience de playoffs. Ils sont impressionnants. Finalement, celui à qui tu pouvais demander le plus d'expérience, et encore que je pense qu'on a trop tendance, on oublie trop vite que De'Aaron Fox, en fait, il a jamais passé un Il a tour de qu'un playoffs. un round de playoffs, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il a passé un round de playoff dans sa vie. Il a pas plus forcément d'expérience que les autres. Il est un peu plus vieux, il a vécu un peu plus. Donc forcément, tu vas lui demander un peu plus. D'ailleurs, lui aussi, j'ai bien aimé ses ajustements dans le match 3 notamment, où il était passé un peu à côté sur les deux premiers matchs, je trouve. Et là, tu t'as senti un peu plus d'intelligence de jeu. Il forçait un peu moins, un peu plus à la distribution. Mais on va très vite se rendre compte que Harper Castle, ça peut très très vite devenir le meilleur backcourt de cette ligue. Parce qu'ils sont ultra complémentaires aussi en plus dans leur façon de jouer. Et en plus de ça, moi, deux des joueurs qui impactent le plus et dont on a trop tendance à oublier l'impact parce que c'est un peu des quatrième, cinquième options dans cet effectif, c'est Devin Vassell, qui impacte énormément aussi, et Julian Champagny. Julian Champagny, quand il est adroit à 3 points, et quand on voit aussi lui sa capacité défensive à aller switcher un petit peu sur tout, de pareil se jeter un peu sur tous les ballons, et bah ça fait la différence. Messieurs, vous savez qui ont les 3 meilleurs plus minus de cet effectif des Spurs sur le début de la série? Non, vas-y. Harper, Donc le troisième, c'est Victor Wembanyama qui a plus 11. Dylan Harper ouais. n'en fait pas partie. Mais Stephen Castle est à plus 12,7 et Carter Bryant est à plus 12,5. Quand je vous dis que Carter Bryant, en sortie de banc, il est capable et il avait manqué le premier match, les Spurs l'ont paumé. Tu vois, je Ouais, trouve que Carter Bryant, il t'apporte tout ce que Harrison Barnes ne t'apporte plus. ouais. Pardon. Et juste sur Champagny, sur le match 3, il prend 12 rebonds, le garçon. Régale, Ouais. Champagny, régale. Mais Plus Bon, NBA. tu gagnes Yaya, jamais avec enfin tu gagnes pas qu'avec tes stars. Tes stars elles font le taf. C'est les joueurs à côté qui sont importants. Ouais. bon, est-ce qu'on est d'accord que Victor a quand même envoyé un message à toute la NBA Oh, pour dire les gars, c'est bon maintenant, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris ce que je dois faire et l'avenir c'est moi. Bah on peut dire ça, ouais. Bah de toute façon on le savait. C'est pas enfin le gars normalement il doit apprendre parce que c'est ses premiers playoffs et il fait des statements comme ça. Donc au secours, qu'est-ce que tu veux dire? au secours. Donc Voilà, là juste pour rappel pour c'est nos auditeurs et nos auditrices, Victor il met 39 points, 15 rebonds, 5 contres. Il y avait que 3 autres joueurs à part lui qui avaient réussi à faire un match à 35, 15 et 5. Hakim Olajuwon, Shaquille O'Neal et Jabbar. Donc ça pose un peu le décor, non, Tom? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ce mec émerveille toutes mes nuits, si tu veux. C'est-à-dire qu'il passe à côté de son premier match, clairement offensivement, il fait pas des bons choix. Bon, il y a cette histoire de triple-double avec les contres, il y a certains contres qui sont pas valables, ok, tout ce que vous voulez. On parlait de cette capacité d'adaptation des joueurs entre le match 1 et le match 2. Mais Wembanyama, les gars, c'est n'importe quoi.
Ses stats sur la série, pour aller encore plus loin que sur le match précédent, il tourne à 23 points, 15 rebonds. Il est à 2,7 passes. Il est à 6,3 blocs de moyenne sur la série en shootant à 50%. Et on ose nous dire qu'il faut pas s'enflammer avec ce mec. Mais les gars, mais en fait, arrêtez tout. Il nous montre, là, tout de suite, maintenant, qu'il fait déjà partie des 3 meilleurs joueurs de cette ligue, de manière incontestée. C'est ses premiers playoffs. Il est en train de poser des statements. C'est un leader. Tu sens que tu as tout son groupe qui le suit. Moi, et encore plus sur le terrain où, alors défensivement, on n'en parle même pas, je vous parle même pas des contres. Sa mobilité latérale, mais il dégoûte tout le monde. Tous les joueurs de Minnesota qui sont interviewés là depuis la fin du match 3, notamment McDaniels et Edwards, ils disent mais en fait, on ne sait même pas quelle taille il fait. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais de taille et de mobilité et de vitesse. Il dégoûte tout le monde. Et de l'autre côté, quand il arrive à se mettre en confiance avant de prendre des shoots à 3 points et de surshooter, mais quand il arrive à prendre confiance, à s'installer un peu dans la raquette, à prendre 2-3 alley-oop avec Stephen Castle, à faire 2-3 moves. Vous avez vu son fadeaway sur Rudy? Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire, Rudy? Rudy, il fait déjà 2,15 m. Il est Et comme il ça. défend bien. Et il défend bien l'autre- sur l'action. Et l'autre, sur le fadeaway, il lui met 30 cm. Mais c'est le joueur ultime. Sur ce match-là, Yaya, je sais pas ce que tu en penses. Moi, ce qui m'a quand même beaucoup impressionné, c'est son début de match. C'est comment, sur le début de match, il a expliqué à Minnesota qu'il y aurait rien à faire ce soir et que le match, ils allaient repartir avec. Il doit mettre 11 des premiers 19 points de San Antonio, je crois. Ouais. Il est énorme des deux côtés, en défense, en attaque. Il envoie un message clairement sur le début du match, non? Bah complètement. Mais c'est la force des gros joueurs en disant bah voilà, ce match non, c'est pas pour vous. Allez les enfants, vous allez ailleurs. Donc c'est le statement de début de match, mais ils sont fait cueillir. Ils sont fait cueillir à domicile. Ils en perdent un à domicile en général. Ben là, tu vois, ils vont aller chercher. Et puis maintenant, si Minnesota en gagne un deuxième, ils peuvent être bien contents, mais c'est fini. La série est finie. Et puis, Bah, écoute, merci court. pour Mais la passe lui, D, les gars, parce que j'allais vous demander votre pronostic, les gars. On repart à San Antonio avec quel score? 3-1. Je pense. J'espère pour la suite surtout. Non pas que je sois plus fan des Spurs que ça. J'aimerais bien pour Wemby, mais c'est surtout je me projette sur la finale de conf. J'ai vraiment envie qu'ils gardent de l'énergie. Donc j'espère qu'ils reviendront à San Antonio à 3-1 et qu'ils finiront à San Antonio. Bon, T'imagines, écoutez, c'est deux des équipes les plus jeunes de la ligue qui vont se rencontrer. ouais. 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 Écoutez, moi, comme on a toujours tendance à minorer un peu ce que fait Minnesota et jamais les considérer. Tu peux pas me Non, le pas dire. Tu toi. peux pas dire ça. Pas toi, Yaya. Ouais, Mais tu peux pas dire, je parle des médias. Je parle des médias en général. Je vais dire qu'il y a un sursaut de Minnesota et que Minnesota prend le deuxième et que ça repart à 2-2 à San Antonio. Tiens, d'ailleurs, juste, j'en profite, il n'y a pas que les médias qui sous-estiment les Wolves, les gars. En fait, c'est tous les joueurs de la ligue. Je sais pas si vous avez vu le sondage sorti là sur les joueurs les plus surcotés de la ligue. Ils ont encore réussi à nous foutre Rudy Gobert, deuxième joueur le plus surcoté. Mais est-ce que vous regardez des matchs, bordel de merde? Bah non. Et regarde pas, ils sont en train de jouer. Eh ben, ils les subissent, les contres, dans ce cas-là. Ils le voient, l'impact défensif. Comment tu peux dire que Rudy Gobert est un joueur surcoté? Écoutez juste Anthony Edwards et tous les joueurs de son effectif dire que ce mec-là est le mec le plus important de leur effectif. Vous comprendrez le basket. Absolument. C'est Mais insupportable. on sait qu'il y a un Gobert bashing en NBA. Oui, Voilà, c'est plus l'humain. Je pense que c'est plus l'humain qui n'est pas aimé que le sait- joueur. On sait d'où ça vient. Bon, je vous propose de finir avec une série qui fait un peu transpirer un de nos deux intervenants. Vous le savez tous, amis auditeurs, auditrices, on a sur le podcast le plus grand fan des New York Knicks qui peut y avoir en France. Vous pouvez pas savoir dans quel état de stress est Yaya en ce moment. Mais quand même, Yaya, New York mène 3-0 dans la série. Ils sont bien partis quand même. Est-ce qu'on va vivre le premier 4-3? Ça y va direct. C'est dommage que vous voyez pas la tête de Yaya, mais là il vient de se décomposer. Il vient de se décomposer directement devant nos yeux. Premièrement, avec New York, c'est possible. De toute façon, j'ai gros bonheur.
Mais venant du gars qui supporte soi-disant le meilleur joueur de l'histoire, celui qui a le plus de sweeps de toute l'histoire. Bah, c'est normal, celui Mais qui a le bon, plus de ouais. finales aussi. Ah bah oui, Mmh. c'est bizarre, mais alors avec les points ça marche pas. On parle des Bon, allez, Knicks, Yannick, non, on parle des allez, Knicks. allez, les Non, gars, bah les Knicks, je vous propose qu'on revienne sur les Knicks parce que là, non mais il y a quand même pas mal de choses à dire, ouais, Yaya. Ils font non, une superbe série. ouais, mais comment dire? Ce qui me fait enfin plaisir, c'est qu'ils ont réussi à gagner le match 3 sans OG Anunoby et avant ils l'auraient pas fait. Après maintenant, dans cette, ça reste fragile. Je pense que là, l'équipe, elle est elle est construite pour avoir justement pas mal de flexibilité tactique, mais il y a quand même des quelques lacunes pour aller au plus haut et c'est beaucoup à l'énergie. Ils savent En revanche, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent faire, où mettre la balle, quand mettre la balle et ça, c'est plutôt bien et ils ont un effectif, qui est profond et qui va pouvoir, les amener, un peu plus loin mais maintenant, faut que, heu on sait comment ça se passe à New York. Il y a toujours un truc qui se passe qui n'était pas prévu et qui nous met dans la sauce. Tom, si on regarde un peu cette série, est-ce que ce qui nous surprend pas le plus, finalement, c'est le système de jeu de New York qui a vachement évolué, je trouve, cette année et dont on voit de plus en plus, bah, finalement l'efficacité. C'est-à-dire que, on donne beaucoup plus la balle à Kat. Bronson porte moins le ballon, ce qui fait que finalement il est plus efficace. Est-ce que c'est pas ça un peu, ce qui fait la différence dans la série? Bah, complètement et c'est ce qu'on attendait avec l'arrivée de Mike Brown notamment et c'est ce qu'on avait vu un peu. On avait vu par courte période des flashs notamment un bon début de saison de la part des Knicks avec ils avaient remporté la NBA Cup mais Ouais. avant ça, sur cette période-là, c'était une des équipes qui jouait le mieux au basket avec ce 4 utilisé un peu en point center. Moi, pour être tout à fait franc, je présente mes excuses à Karl Anthony Towns. Je ne savais pas du tout qu'il avait cette capacité-là à la passe, notamment là sur le match précédent. Il a une lecture des coupes qui est parfaite. Des cuts backdoor de OG qui va poser un écran sur Mikal, sa coupe, il la lâche au bon moment. Il arrive à lâcher des passes laser à une main. Franchement, 4 m'impressionne. Et tu vois, pareil, dans cette dynamique de qui sont les joueurs les plus impactants de leur équipe depuis le début des playoffs, bah, je pense que 4, clairement, est le joueur le plus impactant. C'est peut-être pas le meilleur joueur parce que tu vois, Brunson est peut-être meilleur au scoring, machin. Et OG impacte énormément, mais avoir un 4 à ce niveau-là, en fait, ça change tout pour les Knicks. Ça change tout pour les Knicks parce que il a trié aussi comment dire, il y a même eu certains reproches, mais il a trié sa sélection de shoot. Certains lui reprochent de pas shooter assez, mais du coup, il a des pourcentages qui sont excellents parce que du coup, tous ses shoots sont pris dans des bons tempos sur des bons moments. Il a développé cette menace à la passe, du coup, bah, t'es obligé de le serrer. Des fois, Philly essaye d'envoyer des fois des prises à deux. Bah non, du coup, il a la lecture pour envoyer la bonne passe au bon moment. Donc, très honnêtement, je suis assez épaté de la qualité de basket que propose les Knicks. Après ces 3 premiers matchs contre Atlanta qui étaient un peu moyens, qui tournaient pas en leur faveur, j'avais quelques doutes, mais en fait, ils ont réussi tout de suite à corriger. Je suis très content de la série de Mikal Bridges qui était passée complètement à côté contre Atlanta et qui se reprend notamment en défendant bien sur Tyrese Maxey, en faisant ce qu'on lui demande de l'autre côté du terrain. Mitchell Robinson sur le dernier match a énormément impacté. Donc très positif. Attention au hack, on sait qu'il est pas à l'aise sur la ligne des lancers francs, mais par contre pour aller prendre du rebond, pour aller poser des écrans, il est très très important. Jalen Brunson, très bon aussi. Généralement, tu vois, un peu dans le système de ces playoffs, c'est lui qui lance les matchs au scoring et après il délègue un peu. Je trouve ça intéressant. Sa faculté aussi, comme tu l'as dit Ricardo, de jouer sans ballon est hyper intéressante et en fait elle permet aussi à des Mikal Bridges, à des OG Anunoby de montrer un peu plus le rôle de Josh Hart ultra prépondérant en fait encore une fois dans cet effectif. Et puis tu as des sorties de banc qui sont intéressantes. Tu as du Landry Shamet qui a été ressorti là du frigo, qui a fait son match où il met un petit peu à 3 points. Tu as du Ah, José Alvarado. il met 15 points sur le match. Voilà. Shamet, il est à 83%, dont 66% à 3 points.
Ouais, hyper impactant. T'as du José Alvarado, quand tu lui demandes poliment, bah, il est capable aussi de créer un petit peu. T'as du Deuce McBride qui a remplacé OG Anunoby, là, dans le 5 de dans le départ. 5. Voilà, Mmh. qui a fait aussi son match. Donc, tu vois, t'as ces différents, en fait, paradoxalement, l'équipe qui ressemble le plus dans la profondeur d'effectif et dans la façon de jouer et dans tu ressens aussi cette confiance dans le groupe et dans leur force. L'équipe qui ressemble le plus à OKC depuis le début des playoffs, c'est les Knicks. Ah, je suis pas d'accord. Ben, en fait, Ah, Pas ils sont pas dans la attendez, construction. juste non, avant, pas dans la construction de l'effectif, mais dans Ouais. dans ouais, leur, Il est dans leur en mais fait capacité à être sûr de leur jeu. alors ça je suis juste, d'accord. ouais, Vas-y, juste attends, avant, Yaya, excuse-moi, hein. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. non, juste avant, je voulais te faire réagir sur justement le système offensif de New York. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de revoir ce qu'on voyait à Golden State avec un Curry qui courait derrière tous les écrans et qui jouait beaucoup sans ballon avec Draymond qui faisait une garde de triage. Et là, on retrouve un peu ce système de jeu avec Kat qui joue un peu sur la position qu'avait Draymond et Ouais. finalement Bronson qui joue beaucoup plus sans ballon et qui court quand même pas mal. En tout cas, j'ai trouvé qu'il court quand même pas mal derrière les écrans. Il se retrouve avec des bonnes positions de shoot. C'est la version Wish quand même, hein. Calmons-nous, hein. Cat Bronson, Ouais, c'est la version Wish de Draymond Green, Stephen Curry, s'il vous plaît. Oui, mais bah, en je suis termes de structure, en termes de structure. tu vois, ouais, enfin, si tu veux, Kat, il est pas capable, c'est vrai, il n'est pas capable d'aller étrangler qui que ce soit en face, d'aller trash talker n'importe comment. Heu, non, c'est enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que Mike Je Brown, trouve il a quand même été à la Golden f State. Il a quand ouais, même bossé avec Kerr. Il a travaillé sur les systèmes offensifs. Donc, ouais, c'est moi, lui quand je qui était regarde, en je me charge dis qu'il y a une de petite l'offense. inspiration. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pour ça qu'il est venu. Hem, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, c'est juste parce qu'effectivement que, Kat en poste haut, soit plutôt effectivement, en ce que j'appelle le hub, c'est-à-dire qu'il aspire le ballon et soit il shoot à 3 points, soit effectivement il joue sur les coupes, il les coupes et je trouve qu'ils sont plutôt intéressants en fait dans tout ce qui est autour des coupes et hem et Brunson, oui, mais à la fin, la différence, c'est que à la fin de match, quand ça se joue, on sait très bien qu'ils vont donner la balle, à Brunson en ISO et qu'il va être capable, d'aller jouer l'ISO, à fond. Donc tu vois, c'est quand tu as besoin de points, il va aller, faire de l'ISO. Je trouve que là où c'est intéressant par rapport au début des playoffs, c'est qu'ils ont essayé de jouer sur la même dynamique que la fin de saison et que quand ça a commencé à tousser, ils ont décidé effectivement de jouer avec 4 plus passeurs et plutôt en hub effectivement garde de triage comme tu as appelé et c'est à partir de là où en fait le niveau a augmenté rapidement. Et après il y a juste une chose effectivement, on en a parlé mais le niveau défensif avec les 3 ailiers quand ils ont décidé de locker, ils lockent tout le monde quoi et ce qui permet de cacher Brunson et Kat. Cat fait des efforts défensifs. Oui, et oui, il fait des efforts. Oui. Il fait Et ce qu'il peut. justement, en parlant des efforts défensifs, de Kat, on l'a vu beaucoup défendre en bung à bung sur Embiid. Ils se chamaillent tous les deux. On les voit régulièrement en train voilà, de se pousser, se bousculer. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, Tom, c'est à quel point aujourd'hui Embiid il est ciblé par l'attaque de New York et à quel point ils attaquent sur lui. Enfin, est-ce que c'est quelque chose non, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait quand même pu imaginer que, Embiid était le joueur le plus ciblé, en défense? Bah, honnêtement, concrètement, oui. Et c'est là où Boston perd la série. C'est que Boston n'attaque pas Embiid et que Boston se contente à Ils shooter à peuvent 3 pas. points au lieu de l'attaquer. En fait, bah, ils auraient pu, ils avaient les profils. T'as du Derrick White, t'as du Jalen Brown, t'aurais pu. Ils l'ont pas fait, ils ont décidé de s'enfermer un peu dans leur position de jeu. Les Knicks, pas du tout. Les Knicks, ils sont intelligents. Ils vont l'agresser. Ils savent très bien que physiquement, il a plus du tout de mobilité. On va pas se mentir, les gars. Moi, vraiment, je félicite ces Sixers d'avoir sorti Boston. Là, Moi aussi. ça saute aux yeux. Ils sont cramés. Petite dédicace pour Anna au passage. Ouais, non mais là ça saute aux yeux, les mecs sont cramés. Moi, Embiid,
le faire jouer titulaire dans le match 1, tu te mets d'ores et déjà une épine dans le pied parce que tu perds ta traction arrière et ta possibilité de jouer du fast break et de possibilité de jouer vite. Ce qui aurait pu éventuellement mettre en difficulté un petit peu New York, comme Atlanta a essayé de le faire. Ils ont voulu faire jouer Embiid. Embiid à 50% physiquement, c'est pas possible. Il va impacter offensivement, ok, mais par contre, il est trop ciblable. Et c'est pas comme si non plus tu pouvais compter sur Kelly Oubre Jr. Il fait pareil ce qu'il peut, mais c'est pas un joueur qui peut défendre forcément 4. 4 est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus imposant. J'aime beaucoup VJ Edgecombe et Tyrese Maxey, mais ils ont tellement été sollicités dans la série contre Boston. Là, on le voit, hein, ils sont cramax. Hein. Les deuxièmes mi-temps des deux joueurs, ils sont cramax. Ils sont plus lucides sur leur choix. Paul George New York et, tape aussi, hein. et Ils défend tapent très fort, bien. hein. Ah, et défendent très très bien. Hein. Tu Ils tapes les ont, du et, OG, tu tapes du Josh Hart, et du Mikal et du OG, ça fait mal physiquement. ouais, et puis, je sais pas ce que vous en pensez, mais au coaching, je pense que voilà, là, à Philly, quand tu vois que des 5 titulaires, Terrence Maxey, c'est le 4e joueur en termes de nombre de shoots sur le match. Genre, en plus, il tourne à 60, presque à 70%. Il prend 12 shoots, alors que Oubre en prend 16, Paul George 18, Embiid 17. Il a pas assez, il joue pas assez sur lui. Genre, Sur qui? s'il y a quelqu'un qui est capable, s'il y Sur a Maxey? quand même, ouais, sur Maxi, s'il y a quand même quelqu'un qui est capable à un moment, d'essayer d'en gagner un match, ça passera par Maxi, non? Il est très bien défendu. Hein. ouais. Il en prend 15 de moyenne par match quand même, Maxey. Hein. Ouais, mais là, il en prend que 12 sur le dernier. Moi, je trouve Ouais. je trouve qu'il shoot pas beaucoup, Maxi, Mais il est dans la cramé. série. Ricardo, il est cramé. Le Ouais. match tournant, c'est un peu le match 2. Yaya, je te demande d'ailleurs ton avis là-dessus, où c'est le match le plus accroché de la série, où ça joue pas pile ou face, mais tu sens que l'expérience et le volume physique et l'intelligence de mouvement de New York permettent de gagner ce match. T'as pas Embiid, et d'ailleurs, c'est le match le plus intéressant pour Philadelphie qui arrive à jouer un peu plus sur du high tempo, à faire un peu plus chier New York, à utiliser bien les transitions. T'as un très bon match de VJ Edgecombe. Et malgré tout ça, malgré tous ces éléments, New York a gagné. Et je sais pas si vous avez le souvenir, à la fin du match 2, Maxi, par qui tout était passé, il est cramé. Il fait Mm. que les mauvais choix, manque de lucidité, mais en même temps, le mec, pareil, tu vois, je veux pas tirer sur Nick Nurse. Il tire sur la corde, il tire sur ses joueurs. Vous avez vu la tronche des rotations à Philadelphie? C'est-à-dire, à part Grimes et Drummond, à la limite, qui peut dépanner un petit peu. Et J'aime beaucoup Dominique Barlow et Adem Bona, mais ils peuvent rien faire dans cette série-là. ben, c'est ça en fait le truc, c'est que quand t'as Drummond qui sort du banc, ça mène quelque chose parce que Dédé, il est toujours là. Ouais, c'est Mais pas mal. En plus, il fait une bonne petite série. C'est correct. ouais, mais Josh Hart qui défend sur toi 40 minutes, c'est impénible, hein. Et puis, C'est impénible. Et ouais, est-ce que c'est, enfin, c'est un vrai match de patron, le match 2. ouais. Oui. C'est ok, jamais paniqué, Mm. jamais. Et quand il a fallu aller, tu vois, dans le dernier carton, quand il a fallu serrer le jeu, ils ont serré le jeu et ils ont choisi le rythme et ils ont choisi où ça allait se gagner. C'est pour ça que je te disais que c'est l'équipe de l'Est et globalement c'est l'équipe des playoffs qui me fait le plus penser à OKC parce que, alors dans une mesure complètement différente, hein, pas du tout dans la façon de jouer, dans la structure de l'effectif, mais j'ai l'impression que c'est l'équipe à l'Est qui est le plus sûr de sa force, qui sait quand appuyer et où appuyer pour faire mal et en fait, qui panique pas. Ils ont une structure, ils suivent la structure, les joueurs rentrent leur shoot Je suis pas d'accord. et même quand ils Je sont suis pas, pas d'accord. même quand ils sont pas à droit à 3 points, ils arrivent à gagner les matchs. Et ça, je trouve ça fort. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, enfin, no offense à Philly, mais ils sont cramés, ils sont Embiid sur une jambe, tu l'as dit, Ah oui, oui, bien sûr. et tu vois, ils ont laissé de la gomme, bah, déjà pour se qualifier. Ouais. Ils arrivent, ils sortent et ils reviennent d'un 3-1. Ouais, et puis l'effectif est trop court. On verra l'année prochaine, Philippe. On en parlera plus tard. Allez, messieurs, pour conclure, et parce que je sais que Yaya, tu adores ça, est-ce que Philly retourne à New York, Yaya? Je ne me prononce pas. J'arrête. J'ai essayé de le faire un peu différemment de Chris, toi, voilà, en te disant, est-ce que, Non, voilà, bon, je ne pronostique plus, voilà. Eh, Tom, eh, qu'est-ce qu'on dit, déjà, qu'est-ce qu'on dit de ça?
Déjà, je trouve qu'il a pas été avare au niveau de l'analyse, hein. Il en a donné des Non, points, hein. il a été très bien, mais comme d'habitude, Yaya, il est, Je suis agréablement surpris. Non, dans moi, l'analyse, il je est vais toujours très bien. je vais le dire pour Yaya parce que ça lui brûle la langue, mais il veut pas le dire. Oui, il y a sweep. Je pense pas que les Sixers, parce que tu vois, c'est ce que je disais, je pense que le match 2 était le match parfait pour eux. Ce serait vraiment moche pour eux de se faire sweeper. Franchement, je leur souhaite pas. Je souhaite que New York termine cette série 4-1 au Madison, qui est ce truc un peu cool en plus à la maison. Et puis, je trouve que les Sixers, ce serait vraiment moche, un peu comme les Lakers en fait. Ça me ferait un peu de peine pour ces deux effectifs qui se fassent sweeper parce que tu sens que c'est des effectifs qui donnent tout avec ce qu'ils ont, mais que là, l'adversité est beaucoup trop forte. Donc, je pense qu'il va y avoir un sweep. Bah écoute, moi je vais dire que Philly va le prendre celui-là. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur l'analyse. Je pense que Philly a peut-être un tout petit peu plus dans son basket et dans son jeu et dans ses joueurs que les Lakers pour aller éviter le sweep et que voilà, ils peuvent peut-être même sans Embiid, ils peuvent peut-être en prendre un. Ah bah, j'aurais même Et tendance à te dire plus sans Embiid qu'avec, hein. Ouais et je leur souhaite effectivement de pas finir leur saison, qui a quand même été une saison galère du côté de Philly pour, pas finir comme ça sur un 4-0 la saison. Ça ferait moche. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, on a dépassé un tout Plaisir. petit peu le format d'une heure, on a de 5 minutes, mais en tout cas merci beaucoup à tous les 2 pour, votre contribution passionnée à ce podcast. Tom, on se retrouve dans la semaine, on va parler WNBA dans la semaine? Avec grand plaisir. Là, ça y est, la saison est lancée. On a vu que certaines joueuses que tu avais estimées surcotées le sont bel et bien. Et puis, on va suivre ça pour le reste. Et vive le Liberty. Exactement, Tu vois mon Yaya, Yaya, tu vois mon Yaya que je suis pour New York, je suis pour le Liberty. Merde. Yaya, nous Oui. on se retrouve la semaine prochaine pour parler NBA, pour parler playoffs. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et Et puis de toute façon, faut qu'on se chauffe pour les finales de conf, qui vont arriver exactement, à grands pas. exactement. Et puis je rappelle aussi à nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent nous retrouver sur le groupe WhatsApp d'N1. Le numéro c'est le 07 62 17 95 46. 07 62 17 95 46. Et ben, faites comme Benjamin, faites comme Philippe, venez nous rejoindre, venez discuter avec nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur la passion qu'on a, la passion commune qu'on a tous, qui est le basket. Messieurs, bonne semaine à vous et à très vite. À très Allez, vite. merci les gars. Ciao, Ciao. ciao.